Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter notre collègue Zibsa Al-Ali qui va défendre son habilitation universitaire publiquement devant le jury composé de notre invité, le professeur Maouni de l'université de Skikda, notre invité, professeur Zabdoudi de l'université de Jumtara-Naba, et notre collègue professeur Fatih Agou de l'université de Berma et moi-même, professeur Moustila de l'université de Ghana. Bon, chers collègues, Zibsa Ali, donc vous avez 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre parcours scientifique et pédagogique de Tawfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Monsieur le Président du jury, les membres du jury, l'honorable l'assistance, malgré l'absence de la commission donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon dossier d'habilitation universitaire aux mathématiques. Donc, selon le plan d'exposé suivant, donc, le plan est composé de 4 points. Premier point, renseignements généraux. Deuxième point, activité de recherche. Troisième, activité pédagogique. Et le dernier point, les travaux en préparation et perspective. Concernant le premier point, donc, je vais commencer par mes coordonnées professionnelles. Donc, j'exerce ma fonction en tant que maître de compte classe B à l'université Ouimet 45 également depuis l'année 2003. Mon grade de recherche, c'est chargé de recherche. Mon laboratoire de rattachement, c'est laboratoire de mathématiques appliquées et de modélisation, l'université de Ghana. Mon thème de recherche, c'est analyse stochastique. Concernant mes paliers, donc mon premier palier, c'est magistère en mathématiques, option probabilité statistique et optimisation. J'ai soutenu mon mémoire de magistère en mars 2003 à l'université de Al-Naba. On a travaillé sur la modélisation des marchés financiers, sur l'utilisation des processus stochastiques, sur un thème qui s'intitule Évaluation et couverture des options, sur la direction de professeur M. Riyad Remit, à l'université de Al-Naba. Deuxième palier, donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat en avril 2014, option probabilité statistique. On a travaillé toujours sur le thème de la modélisation des marchés financiers. On s'est intéressé dans cette phase par la modélisation des marchés financiers et crainte boursier. C'est toujours sous la direction de mon encadreur, Mohamed Riyad Remita, toujours à l'université de Al-Naba. Je passe maintenant à mes activités de recherche dans le cadre de doctorat. Donc, dans le cadre de doctorat, mon travail porte sur toujours la modélisation des marchés financiers et problèmes des craintes boursiers. Ça fait qu'on a essayé de trouver un processus stochastique qui décrit la dynamique des prêts dans les marchés financiers, spécialement dans les marchés des options. Ça fait des options de type européen et de type américain. Puisque la plupart des modèles introduits dans la littérature économique se présentent généralement sous forme explicative, sur la forme A. Tel que dans A, le N de l'état T est un processus indépendant, identiquement distribué, et le sigma est suivi de variables aléatoires, tel que sigma soit mesurable par rapport à une filtration. La filtration, ça veut dire un ensemble des informations disponibles sur le marché jusqu'à l'instant T. Aujourd'hui, par le passé, de epsilon T et éventuellement le présent, parce que les informations passées et présentes. Et par le passé d'un processus sous-jacent et observable. Ça, c'est un processus qui n'est pas observable, ni T. Le sigma T et nu T soient des variables indépendantes. Le sigma, donc paramètre positif, pour tout T. Ce sigma est appelé volatilité. Ça fait, dans le marché, est appelé coefficient de diffusion. Donc, est appelé coefficient de diffusion. Donc, ce paramètre est difficile à prévoir directement sur le marché. Donc, c'est difficile à prévoir ce paramètre directement sur le marché. Voilà. Et observable directement. Donc, c'est un paramètre observable directement sur le marché. Donc, notre problème est comment, c'est-à-dire prévoir ce paramètre. D'accord? Donc, ce paramètre décrit la variabilité conditionnelle de prix autour d'une dépendance. Donc, notre souci est de proposer des méthodes pour prévoir ce paramètre. Donc, la première approche, c'est qu'on va prédire la volatilité. Donc, pardon. Voilà. Bien.
c'est la prévision de la volatilité dans l'univers risque-lettre. On va voir comment prédire ce paramètre dans l'univers risque-lettre. Donc la plupart des modèles et des techniques employés par les analystes aujourd'hui sont basés sur un modèle développé par Fischer-Black et Laurence Coase en 1973. Ce sont des modèles de référence et des modèles de base. Donné par B. Donc dans B, ça veut dire qu'on a une équation différentielle stochastique qui décrit la dynamique de prix dans le marché. Tel que le mi et le sigma ici sont des coefficients. Tel que le mi c'est le drift, la question de drift, ou le sigma c'est le coefficient de diffusion, ou bien la volatilité. Ici, on voit que le S dépend de sa volatilité à travers cette équation. Donc la volatilité elle-même est une fonction d'un processus stochastique. Voilà. Ce processus, c'est un processus d'après l'écriture, ou bien la forme de ce processus, est un processus d'Einstein-Hillenberg. Pourquoi? Donc je vais d'abord donner une description à ce modèle. Ça fait l'utilisation dans le domaine des finances. Le S, ça fait côté application, côté modélisation. Donc le S représente le sous-jacent. Le sous-jacent, ça fait action dans la bourse. Le S fait son cours à la date T. Le mu, le rendement instantané, c'est posé constant. C'est la tendance, si vous voulez. Le sigma T est la valeur à la date T de la volatilité du cours du sous-jacent. Le WT est un mouvement brownien standard. Ou le sigma, elle-même un processus stochastique. J'ai mentionné, pardon. Voilà. Hein? Donc le sigma, le Y est un processus stochastique. Voilà. Bien. Le Y est un processus d'Einstein-Hillenberg, de moyenne à long terme M et de variance à long terme bêta carré sur 2 alpha. Donc pour expliciter la solution, de ce système, ça va trouver la solution analytique de cette équation, je vais supposer les hypothèses suivantes. Donc on suppose d'abord que le paramètre alpha, voilà, est un paramètre donc suffisamment rond à cette quantité, l'inverse de T moins T. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme T moins T? Ça fait T ici, dans le marché financier, c'est la date d'échéance, ou bien la date d'expiration, la date d'expiration de l'option de produit financier, ou T c'est la dynamique. Petit t c'est le temps qui parcourt l'intervalle 0 grand T. T moins T c'est la période de V, c'est la période DV de l'option, de produit financier. Donc la puissance moins ça fait l'inverse. Ça fait la première supposition qu'on a supposée, c'est que le alpha, qui s'appelle force de rappel, ou bien une force de rappel, est suffisamment grande à cette quantité. Donc d'après cette supposition, donc la solution analytique, ou bien la forme explicite du système donnée par E1, donc la solution donnée par YT, par E1. Donc de moyenne d'espérance de Y en O2 et de variance donnée par E3. Ça fait qu'on a un processus d'Einstein-Hillenberg de solution E1, et le premier moment de ce processus donné par E2 et le deuxième moment donné par E3. Bien sûr, le nœud carré ici, donc qui est égal à bêta carré sur 2 alpha. Donc on peut vérifier, on peut démontrer que le YT converge en loi vers une loi normale de moyenne 1 et de variance nœud carré. Ici, on a dit dès le départ que le processus est un processus d'Einstein qui possède la propriété de retour à la moyenne. Ça veut dire, la convergence s'explique comme suit, ça veut dire que le processus ne grandit pas. C'est-à-dire, malgré qu'on a une déviation à la loi normale, c'est-à-dire, on a un seuil de retour. Ça fait le processus ne grandit pas. Il y a un seuil. À partir de ce seuil, le processus a fait un retour à la moyenne, à la loi normale. Donc, ici, les hypothèses, ou bien avant de dire ça la solution, ou bien ces hypothèses qui nous donnent la solution 1, elles sont basées sur la distribution normale des rendements. On a supposé que pour que les calculs menés de manière bien, on a supposé que les rendements sont distribués selon les lois normales. Et ça ne vrai ni avec le temps, ni avec le prix d'exercice. Ça fait dans la réalité. Donc, trouver une formule. Donc, notre souci est de trouver une autre assise pour prévoir la volatilité, pour trouver une formule qui donne une approximation raisonnable au paramètre sigma. C'est pour cela
Donc, vous trouvez une autre formule de prévision pour évaluer, c'est de prédire et anticiper les prix des options cotées. D'accord? Ça fait, lorsqu'on dit options cotées, ça fait les produits financiers vendés et achetés. D'accord? On passe maintenant à, c'est pour cela, devant cette, je peux dire devant cette difficulté ou lacune, on passe maintenant à l'univers historique. Donc, je vais prédire ce paramètre dans l'univers historique. Ça fait, je vais baser sur une base de données pour estimer le paramètre sigma. Donc on passe maintenant à la volatilité selon le modèle, les modèles Garch. Donc prévision de la volatilité dans l'univers historique. Donc les modèles Garch, proposés par Edge en 1982. Ça fait la première, c'est-à-dire donc la première approche, c'est on a supposé la prévision dans l'univers risque neutre. Ça fait c'est-à-dire dans le cas d'aversion au risque, on est loin de risque, on a minimisé le risque. Ça fait, on n'a pas pris le risque en considération de l'évaluation ou de trouver la solution. Mais non, ces modèles sont des modèles, ça fait, on est dans le cas d'un processus stochastique, on a des classes de processus stochastiques à temps discret. On a basculé maintenant vers la discrétisation de processus. Donc ce cycle-là, c'est proposé par Edge en 1982. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait généralise, autorégressif, conditionnel et d'élasticité. Ça fait grosso modo, donc je vous donne rapidement qu'est-ce que ça veut dire ça. 6 classes de séries temporaires qui ne sont pas stationnaires, ni en moyenne, ni en variance. Ça veut dire qu'on a une variabilité de l'espérance et de variance. Voilà, grosso modo. On y fait, donc je vais expliquer pourquoi. Donc on y fait un des apports des modèles H, c'est la classe, c'est-à-dire la classe mère, H, était de mieux s'ajuster aux données, en particulier, justement, on a pris un marché volatile, c'est le marché des taux de change. Ça, c'est le bon exemple sur les marchés volatiles, ça fait qu'il possède des variabilités de la volatilité. Donc, ce modèle de H, lorsqu'on compare avec des modèles qui se retrouvent déjà dans la littérature économique, c'est les modèles ARMA. Donc, les modèles H s'ajustaient aux données, en particulier aux données de taux de change, qui est le faisant les modèles ARMA. Donc, les modèles ARMA n'est pas apte à modéliser, à capter la variabilité de la variance conditionnelle. Parce que dans les modèles ARMA, ont des propriétés d'espérance conditionnelle variable et de variance conditionnelle constante. Donc, n'est pas apte à capter ces variabilités. Dans ce travail qui s'inspire de la base du modèle H-Garch, plus précisément, nous allons analyser, c'est-à-dire ici, on a une étude de cas concernant l'analyse et l'étude du comportement et la dynamique de taux de change du dinar algérien. Donc, c'est le marché de taux de change du dinar algérien, comme exemple, en appliquant la valeur à risque, le comportement de taux de change du dinar algérien par rapport à l'euro et au dollar, et en comparant les différents modèles sur différentes périodes. Donc, l'application qu'on a déjà réalisée, c'est-à-dire, on a pris l'exemple des séries de taux de change, dinar contre euro, contre la monnaie européenne euro, et dinar contre le dollar américain. Donc en bleu, donc on voit cette série, en rouge, c'est la série de taux de change dinar et dollar. Donc la lecture visuelle de ces séries, ou bien de ces cours, donc exhibe en non-stationnarité. On a en non-stationnarité, en moyenne et en variance. C'est-à-dire on a une tendance variable avec une perturbation autour de la tendance. C'est-à-dire qu'on a une non-stationnarité des séries de taux de change. Ce qui nous ramène, donc notre souci est de stationnariser la série, de chercher la stationnarité de la série. Donc ce qui nous ramène à utiliser notre astuce, c'est d'utiliser les transformations logarithmiques. La transformation logarithmique des séries de change. On appelle la série logarithme ST. Voilà. Malgré, parce que déjà, on a prouvé, c'est-à-dire des tests, que l'utilisation de cette série reste aussi non stationnaire. Car on a calculé la SUO. Qu'est-ce que ça veut dire la SUO? Ça fait l'autocorrélation empirique pour les deux séries, jusqu'au retard 36. Jusqu'au retard 36, donc exhibe que la SUO décroisse de manière lente. Mais ça prouve que la série reste encore non stationnaire à cause de la décroissance lente. Et une première valeur très proche de l'unité. De plus,
De plus aussi, même quand on a calculé notre corrélation empirique partielle pour les deux cirés, jusqu'au retard 1, donc le calcul de cette fonction, donc les valeurs se sont significatives, ça veut dire que la série aussi reste non stationnaire. Donc, ce qui est confirmé par le test Ladiev et le fait de Perron, dès qu'il faut le augmenter, et le fait de Perron. Donc, les résultats du test ils sont résumés dans le tableau 1. Donc, on voit, d'après ce tableau, donc rapidement, que les valeurs de la statistique pour les deux cirés, en valeur absolue, sont inférieures aux valeurs critiques. Donc, avec un seuil de risque important. C'est-à-dire que les cirés non stationnaires. Maintenant, on passe à l'analyse des résultats de la modélisation de type H. Donc, je vais comparer les modèles. La comparaison entre les modèles, donc dans le tableau 2, on a résumé le gain de vraisemblance de la modélisation de la variance conditionnelle par rapport à la modélisation classique, ARMA. Des modèles, ça c'est le H, autorégressif conditionnel hétérocyclicité, ou le GACH, ça fait généralise autorégressif, conditional hétérocyclicité, et GACH, ça fait généraliser conditionnel hétérocyclicité. Le T-GACH, PACH et E-GACH, ça fait ici, c'est la classe des processus symétriques, et ça, c'est la classe des processus asymétriques, non linéaires asymétriques. Donc, ici, donc, on a les processus, la première ligne, processus symétrique, et processus symétriques. Ça, c'est les valeurs de la variance conditionnelle. Donc, la lecture du tableau 2, ou bien l'explication, ou bien l'interprétation du tableau 2 est comme suit. Donc, la première colonne, ici, montre que le rendement, ça fait si on s'intéresse par le rendement logarithmique du taux de change de la série dinar-dollar, donc, montre que les modèles, ces modèles, sont les candidats dont la variance conditionnelle la plus élevée par rapport à H-GACH. Et deuxième colonne montre que la série rendement logarithmique du taux de change euro-dinar sont les candidats de la variance conditionnelle la plus élevée par rapport à GACH-H. Ça veut dire que ici, grosso modo rapidement, que la variance du modèle P-GACH ici est proche de celle du modèle H, et que la variance conditionnelle de ce dernier sont encore proches. Donc on a des valeurs proches. Voilà. Proches. Voilà. Donc, la conclusion, pour conclure, on constate clairement que les modèles symétriques sont mieux que les modèles asymétriques. Grâce à quoi? Grâce à sa variance minimale. Donc, en conclusion, et de façon générale, que le modèle GACH est le meilleur parmi les modèles symétriques. Donc, je passe maintenant à comparer ces modèles par rapport à la durée. Donc, ça, c'est la modélisation. Cette modélisation se base sur des données. Ça fait entre 2009 et 2000, parce que j'ai oublié de préciser la période de modélisation. Pardon. La période de modélisation, c'est-à-dire ces données est étudiée sur une période. Voilà. 2009 jusqu'à 2011. Bien. Donc maintenant, la comparaison entre les modèles par rapport à la période, ça veut dire on va changer la période, on va diminuer le nombre de jours travaillés sur le marché. Donc dans le tableau 3, pardon, c'est toujours le problème de clic. Dans le tableau 3, donc on va résumer le gain toujours en l'ordre de ressemblance des modélisations de la variance conditionnelle par rapport à la modélisation ARMA des modèles, bien sûr toujours symétriques et asymétriques. Donc symétrique jusqu'à H, égal, asymétrique à partir de T jusqu'à O. Ce résultat, donc, se fait sur une période de 7 jours. Ça fait une période courte, on a diminué la période. Donc, et puis, on va comparer cette étude avec les résultats à long terme, ça fait 701 jours, ça fait le tableau 2. Donc, rapidement, ce tableau, donc, il exhibe ici la modélisation, les valeurs de la variance conditionnelle sur la période 7 jours. Donc, on voit, dans les deux classes de processus, on a que les valeurs de la variable, on voit que les valeurs, on constate que les valeurs de la variance conditionnelle, elles sont diminuées. Et encore, si on compare donc, la variance conditionnelle de GACH, comparée avec les autres valeurs, on trouve toujours que le modèle GACH reste meilleur par rapport à ces modèles. En conclusion et perspective, ça fait, dans le cadre de doctorat, du résultat, ça fait, ou bien,
voilà, les remarques et les résultats tirés donc, à partir de ce travail. Donc à l'issue de cette étude, donc, nous constatons que les séries de rendement de taux de change du dinar algérien contre le dollar américain et l'euro sont plus étalées, plus pointées, ce sont des études empiriques, voilà, c'est-à-dire les conclusions qu'on a tirées. L'étude de la volatilité montre l'existence des persistances de chocs sur la volatilité future, c'est-à-dire il y a des chocs, toujours. Voilà. Ainsi, donc nous avons remarqué aussi que les modèles asymétriques tels que, voilà, TGH, le PH ou le GH, sont moins performants, déjà on a mentionné ça dans le tableau, sont moins performants que les modèles H, GH et GH symétriques. Donc ceci ne confirme pas l'effet asymétrique des chocs sur la volatilité, c'est l'effet levier. C'est la classe, ça va des classes de la volatilité. Donc ce résultat est différent aux études précédentes sur la non-présence de l'effet levier sur le marché d'échange. De plus, on constate que les modèles non linéaires sont meilleurs que les modèles linéaires classiques. Donc, voilà, c'est la bibliographie déjà qu'on a utilisée pour réaliser le travail qui a été fait dans le palier de doctorat. On passe maintenant à mes activités de recherche après la thèse de doctorat. Donc, après la thèse de doctorat, on a combiné l'approche. Dès le départ, on a c'est-à-dire, deux méthodes de prévision. Ça fait dans l'univers risque net, ça fait côté analytique, et dans l'univers historique. Ça fait le cas des séries chronologiques. D'accord ? Ici, après la thèse de doctorat, on a combiné les deux approches. Ça fait approche risque net et l'approche historique. Comment? Dans cette phase, on a étudié les bénéfices. Donc, on a profité de l'occasion que le modèle Garch reste mieux. L'objectif de ces modèles est l'évaluation et la couverture de swaps, de volatilité. Ça veut dire qu'on va s'intéresser d'évaluer un autre produit financier. Qu'est-ce que ça veut dire swaps de volatilité? Le swaps est un contrat sur la variance analysée. En arabe, est appelé muqayadat al-taqallub. Donc, swaps de volatilité, c'est un contrat sur la variance analysée qui permettent aux investisseurs, ça c'est le contrat, ce contrat, qui permettent aux investisseurs de contrôler la variabilité de la variance conditionnelle directement. Dans le cadre de l'analyse stochastique de Garch 1.1, ici, Garch 1.1, on a réduit les paramètres, on a choisi les paramètres 1.1 sur la dynamique de Histon. Donc, ça fait, on va baser sur la solution analytique de ce processus, pour, c'est-à-dire estimer les paramètres de ce modèle. Donc, pour ce modèle, le processus actif a une variance, qui suit celle de Cox et Hall. Donc la variance, c'est un processus stochastique. Donc ici toujours, on a la dynamique de prêt, qui est dirigée par une équation différentielle stochastique, dépend de sa volatilité à travers cette équation. Le W1 ou W2 sont de mouvements browniens. Tel qu'ici le RT est le taux déterministe, le sigma 0 est quantité positive strictement, le θ aussi positif, volatilité courte et longue, et le K positif était vitesse de l'inversion. En arabe, de l'inversion, ça fait le surat al-irtidal. Voilà, vitesse de l'inversion. L'X est un paramètre de la volatilité. Le W1 et W2 sont deux mouvements browniens. Sont deux mouvements browniens. Donc ce modèle, le modèle ça fait Garch 1, ça fait là, lorsqu'on dit ce modèle, ça fait, je vais parler sur la variance conditionnelle. Ce modèle Garch 1, ça fait ici, c'est la variance conditionnelle de ce modèle. C'est pour ça que directement on abréviation ce modèle. Ça fait la variance conditionnelle de ce modèle. Et il faut promoteur, déjà mentionné déjà dès le départ dans le cadre du tutoriel, pour prévoir la variance conditionnelle du prix de l'action qui entre directement dans le calcul de prix. Donc c'est un paramètre. Donc pourquoi entre directement dans le prix? Parce que ce paramètre est un paramètre important de l'analyse financière moderne pour la gestion de risque, pour l'allocation des portefeuilles, et ainsi de suite. Alors, dans l'option écrite sur cette action. Le modèle n'en est pas. Donc, se base sur quoi? Ça, c'est la régression, je peux dire régression de la variance conditionnelle, basée sur quoi? Donc, c'est la valeur de la variance conditionnelle au temps t, basée sur les valeurs de la volatilité au temps t-1, et sur le carré du rendement historique, le carré du rendement historique, au temps t-1. Bien sûr, le alpha 0, le alpha 1, le bêta 1 sont des paramètres qui entrent directement pour définir ce modèle. Dans ce modèle, qu'est-ce que mesure le alpha 1 ou le bêta 1? Donc,
directement, la somme mesure la persistance de la volatilité. C'est le coefficient de division. Ça veut dire on va quantifier la dispersion par la somme. Si la somme est inférieure à 1, alors la variance suit un processus de retour à la moyenne. Ça veut dire, retour à la moyenne, ça veut dire on a une variance conditionnelle à long terme. Si cette somme est inférieure à 1, ça veut dire qu'on a un processus de retour, ça veut dire retour à la valeur de la variance quotidienne. Si la somme tombe vers 1, plus la volatilité persiste. On a c'est-à-dire une variabilité forte. Plus, si la somme tombe vers 0, plus la somme tombe vers 0, plus la volatilité converge rapidement vers la variance à long terme. Donc le modèle utilisé est celui de Easton. La démarche consiste à adapter le modèle pour estimer la volatilité de l'indice CAC 40. Ça fait ici, on a pris le cas de l'indice 40. C'est les données de l'indice CAC 40, French Index. Donc on va utiliser ce indice pour estimer le paramètre, les données de ce paramètre, cet indice. À partir des options, puis comparer la volatilité primée par le modèle à celle réellement observée, et ainsi être en mesure d'évaluer la validité du modèle comme moyen de prévoir la volatilité des actions. Donc, pour trouver la solution explicite du modèle, donc, je vais supposer, ou bien je vais considérer la fonction phi de t définie par cette expression, parce que avant d'exhiber la solution, pardon, avant ici, voilà, on va voilà. Donc, on va s'intéresser par d'écrire, ou bien d'exhiber, ou bien d'expliciter la solution, afin de trouver la forme explicite de cette équation. Donc, généralement, pour trouver la solution de cette équation, on se base sur l'approche comme le cas déterministe. Là, on a la méthode de variation de la constante. Donc, on va adapter la méthode de variation de la constante, cas stochastique, c'est tout. Donc, c'est classique. Donc, on trouve, je vais donner directement la solution, à partir de cette supposition. À partir de cette supposition, d'abord, le phi de t, donc, que se passe sur cette supposition. Donc, le phi de t qui entre dans l'adaptation des méthodes de variation de la constante pour trouver expliciter la solution sigma k. Bien. Le BT, on a défini un nouveau mouvement brownien qui est défini en fonction de l'ancien, donc noté W de tilde, à l'inverse de phi de t moins 1. Le FT tilde, aussi notre filtration, noté FT tilde. Bien sûr, le FT moins 1 est l'inverse de VD. Les propriétés de ce mouvement, c'est un nouveau mouvement, sont les suivants. Donc, on voit que d'après la propriété A, que le BT est INFT tilde martingale, ça veut dire que BT est INFT tilde martingale, ça veut l'espérance nulle. Et l'espérance, donc donné par, ce deuxième moment de BT donné par B, et de fonction de covariance, d'autocovariance donnée par C. Donc maintenant, je peux expliciter à partir de ces hypothèses, donc je peux expliciter la solution de ce système. Donc la solution est donnée par le sigma t au carré, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, directement. L'espérance de sigma t au carré et des fonctions d'autocovariance données par l'espérance de sigma carré s et sigma carré à l'instant t. Ça fait les deux mouvements de ce processus. Donc finalement, on obtient l'espérance de V, parce que n'oubliez pas notre objectif dès le départ, on a commencé par l'évaluer des swaps, l'évaluation des swaps. Ça fait, on n'a pas mentionné dès le départ, mais notre objectif est de calculer une quantité. C'est quoi cette quantité? C'est l'espérance de la racine carrée de V. La racine carrée de V, la racine carrée de la volatilité. Avant de calculer l'espérance de la racine, on calcule cette quantité, l'espérance de V. Pourquoi ça? Ça, c'est une autre. C'est pour cela, c'est l'utilité du processus d'Easton. Ça, l'espérance de V, c'est autre que l'intégrale. Alors, attends, voilà, bien. Ici, c'est 1 sur T, c'est l'intégrale de ça, mais avant de l'intégrale, on a 1 sur T. Le T, c'est grand T, ça fait le nombre de jours travaillés sur la bourse, bien sûr. L'intégrale de 0. On trouve donc cette quantité. Voilà, ce qui se passe sur l'intégrale de la variance annualisée. Donc, de variance est égale à cette quantité. Maintenant,
Revenons à notre problème et d'évaluer les swaps de volatilité et de calculer l'espérance de la racine carrée de V. Pourquoi cette formule? Cette formule est approchée par ça. Ça, simplement, c'est une idée très simple qui se base sur le développement de Taylor de la fonction racine carrée de V au voisinage de l'espérance de vie au zéro. L'espérance de vie zéro. On a trouvé cette formule. Parce que pourquoi ça? Parce que dans les modèles stochastiques standards, trouver l'espérance de la racine carrée, presque c'est impossible. C'est difficile à évaluer cette quantité à partir des modèles stochastiques standards. Voilà. Ça, c'est toujours de l'indice, d'après les données de l'indice CAC 40. Donc, pendant les périodes, d'octobre 2009 à avril 2013. Donc, les premières étapes. Alors, la première étape de cette application est d'étudier la stationnarité de la série. À cet effet, nous avons utilisé les tests de stationnarité, c'est le test de Philippe-Perron et de Kevlar augmenté. Donc, ces tests confirment la stationnarité de cette série, de l'ES440. On a la stationnarité, c'est-à-dire on a ici, avec un seuil de risque à 1%, la valeur critique ici est moins 3,44, on a une stationnarité, donc confirmée par ce test. Bien. Donc, je vais résumer ici les résultats de l'analyse descriptive de l'indice CAC 40. Donc je vais bien résumer les indices ou bien cet indice selon ces indicateurs. Ça veut la moyenne, selon son moyenne, médiane, écart type, coefficient d'asymétrie, coefficient d'aplatissement et le Jacques-Miller. Donc on voit rapidement que c'est-à-dire des visions, ça veut dire rapide, les lectures, ça veut dire rapide sur le tableau 5. On voit qu'on a une différence entre la valeur médiane et la moyenne. Ça fait la première remarque qu'on peut dire tirer directement, c'est qu'on a une différence entre ces paramètres. Ça fait qu'on a une asymétrie directement. Donc je peux conclure directement qu'on a une asymétrie de la distribution. Standard deviation, ça fait ici l'écart type. Donc on voit clairement que la valeur de ce paramètre est proche de 0. Ça veut dire sur le côté financier, ça veut dire que cet indice, SCAC 40, comparé, ce qu'on a fait déjà éviter même dans la même période, c'est-à-dire comparé par la série de taux de change dinar contre l'euro, dinar contre le dollar au dollar, que la valeur de l'écart type mesure, ça fait le risque. Ça fait ici, cet indice a moins risque, parce que la valeur de l'écart type est petite, proche de 0. Donc cet indice a moins risque par rapport aux autres indices. Donc, ici, on a une distribution symétrique. Le coefficient d'asymétrie confirme la symétrie de quel côté? Ça fait négatif, ça veut dire qu'on a une symétrie de côté gauche. Et le coefficient d'aplatissement, donc comparé par 3, donc supérieur à 3, ça fait, on voit aussi qu'on a une distribution à forte fréquence. Ça fait une distribution pointille. Le Jacques Béra a une valeur 812, ça confirme que c'est la distribution de SK40 à une forte fréquence. Le tableau 6, qu'est-ce que nous donne le tableau 6? Donc, afin d'évaluer la performance des modèles, dans ces modèles, donc, on propose le tableau 6. Donc, pour quel modèle de prévision, parmi ces modèles, est jugé performant, on classe, donc je me donne ces paramètres. Ça, c'est le R carré ajusté. Le SE aussi, ça fait l'erreur de somme de prévision. Le MIC, ça fait le critère de Schwartz. L'RMSO, c'est l'erreur de la racine carrée au moyenne. Le MAO, c'est l'erreur moyenne absolue. Ou le MAP, c'est l'erreur moyenne absolue en pourcentage. Donc, pour quel modèle, parmi ces modèles classés performants, il faut que ces paramètres à partir de R carré, à partir de SOO jusqu'à MAPO, ce sont des valeurs petites. Par contre, le R carré ajusté, une valeur grande. Donc on voit directement, sans rentrer dans tous les détails, que le modèle Garch 1.1, donc lorsqu'on compare ça avec les autres, donc toujours les valeurs de Garch 1.1 donc, sont petites, sont inférieures par rapport aux autres. Le R carré ajusté a une valeur grande par rapport aux autres. Ça fait le Garch 1.1 reste toujours meilleur ou performant par rapport au modèle Arch 2, le Arch 4, le Garch 2.1.
Donc, en utilisant, vous savez, ces quantités, donc je rappelle toujours que n'oubliez pas, notre objectif est d'évaluer l'espérance de la racine carrée de V. Donc, mais avant de ça, nous utilisons ces relations, c'est pas pour calculer les paramètres discrets de Garch 1. Ça fait l'application numérique donne une valeur de variance qui est égale, donc c'est ces valeurs, voilà, le sigma 0, le xi carré, voilà. Donc enfin, on trouve, voilà, donc l'objectif est de trouver le swap. Ça, c'est l'évaluation de swap qui vous cette valeur. Conclusion et perspective, donc après, c'est-à-dire l'étude, le travail qui a été déjà réalisé dans cette phase, après la thèse de doctorat. Donc le résultat montre généralement que le modèle toujours Garch 1.1 améliore les performances de prévision. Ce résultat implique par la suite que le modèle Garch 1 pourrait être plus utile que le modèle H2, H4 et Garch 2.1 lors de la mise en œuvre de stratégies de gestion de risque pour le CAC 40 H-Index. Nous pensons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, en particulier en ce qui concerne la relation entre les prix de pétrole et des actions et pourrait être utile aux investisseurs et autres acteurs des marchés, tels que les gestionnaires financiers, les analystes et les entreprises, afin de gérer leurs investissements et de minimiser leur portefeuille. De plus, ce travail peut être généralisé aussi sur les données relatives au gaz naturel et à l'électricité, mais aussi sur notre modèle Garch multivarié. Donc voici ces quelques références bibliographiques qu'on a utilisées pour réaliser ce travail. Voilà. Je passe maintenant en ce qui concerne les activités de recherche. On a publié des articles dans des revues de renommée. Dans le cadre de doctorat, on a publié un article qui s'intitule Round Arch Garch Models and Their Application to Exchange Rate Volatility. Bon, après cette période, on a publié aussi un article qui s'intitule, donc toujours avec l'équipe d'Al-Bahrain Zardoudi ou Serhan Lejar, Some Application of Garch Models on Foreign Exchange Rate Volatility and on Price Index. Les articles semés, on a semé des articles, toujours avec l'équipe d'Al-Bahrain Zardoudi et Lejar. Donc 3 articles. Donc le premier qui s'intitule New Compound Passing Distribution dans le domaine de l'axe aérien. Donc c'est un article semé accepté. Deuxième article, toujours avec la même équipe, qui s'intitule Optimal Allocation of Policy Limits and Detectable. Troisième, avec Sha'ban Ben Atman et Halim Zardoudi toujours, qui s'intitule Note on Quasi-Lendley Distribution Cell Remarks and Correction. Mes activités de recherche concernent les communications, donc on a participé dans plusieurs conférences, des journées, des séminaires, par des thèmes différents. À titre d'exemple, j'ai participé dans une conférence internationale sur les mathématiques pures et appliquées qui était organisée à l'Université de Guelmont dans l'année 2012. Aussi, dans l'année 2013, modélisation des marchés financiers crack dossier, 3e workshop. 2014, aussi des journées de statistiques à l'Université de Biskra. J'ai un amas Kigda. Toujours le workshop Wiman, l'Université de Guelmont. Skigda aussi, on a participé dans ce séminaire à l'Université de Skigda dans l'année 2018. Le projet de recherche, donc, je suis membre de votre projet de recherche durant l'année 2009, je crois 2010, je me souviens très bien 2010. C'est sur le thème. Le thème, c'est-à-dire aborder c'est l'évaluation et couverture des options avec une volatilité stochastique. Ce projet a été évalué positivement. Concernant mes activités pédagogiques, l'enseignement, donc j'ai mentionné dès le départ que j'ai enseigné donc, dans différentes facultés, différents départements, plusieurs matières dont les deux régimes, ça veut dire le nouveau régime, l'ancien régime, des matières de tronc commun, à titre d'exemple, dans la faculté des sciences économiques de gestion, où j'ai enseigné le modèle de statistique 2, ça fait le calcul de probabilité appliqué au domaine d'économie, ça fait un modèle de tronc commun deuxième année. Mathématiques informatiques, c'est un modèle enseigné à la faculté de biologie pour les premières années, et première année, deuxième année. Je me souviens très bien, première année, deuxième année, modèle informatique, mathématiques informatiques et statistiques, voilà. Un modèle aussi déjà enseigné au sein du département de mathématiques, probabilité statistique pour la troisième année licence, jusqu'à voilà, 2011-15. Voilà. Après, j'ai enseigné aussi un modèle introduction procéduratoire, troisième année licence, dans le département de mathématiques.
Même, c'est-à-dire j'ai enseigné un module avec les masters d'eau, un master de calcul stochastique appliqué à la finance, département de mathématiques, et jusqu'à maintenant, tellement c'est-à-dire les parcours changent, et toujours j'ai un modèle avec les masters d'eau, avec le parcours EDP, analyse numérique et EDP, ce modèle, ce qui s'intitule Introduction post-sélectoire. Donc c'est matière de l'équipe ouvert pour ce parcours. Concernant les activités encadrement des projets de fin d'études, donc j'ai encadré plusieurs thèmes, un groupe d'étudiants durant la période presque 2008, peut-être 2006, à partir de l'encadrement depuis 2006, je crois 2005 jusqu'à maintenant. Donc le premier thème que je vais citer, c'est l'assurance non levée, mémoire master soutenu en juin 2018. Aussi, je travaille sur un thème copie et risque corrélé, c'est-à-dire des dépendances de risque décrites par les copies, soutenu en juin 2016. Voilà. Donc, je vais sélectionner un échantillon de thèmes pour voir la diversité de thèmes. Et puis, un thème de calcul stochastique, les thèmes que j'ai encadrés, donc c'est-à-dire ma première expérience d'encadrement dans le parcours probabilité. Donc, calcul stochastique appliqué à la finance, mémoire de master soutenu en juin 2012. Maintenant, je termine par quelques travaux en préparation et perspective. Donc, mes futurs travaux se dirigent, ou bien s'articulent, vers trois axes. Deux axes, grosso modo deux axes. Donc, le premier axe, c'est l'assurance non-vie. Ça fait toujours, c'est la modélisation stochastique. On a cité l'assurance non-vie, mais il y a d'autres. D'accord? Donc, ici, l'assurance non-vie, on va s'intéresser parce qu'on a des articles qui parlent sur ce sujet-là. C'est la répartition optimale des limites et des franchises dans un modèle avec mélange de risques et de facteurs de réduction. Le deuxième axe, domaine de l'analyse stochastique, c'est un domaine vaste qui regroupe, ça fait presque une modélisation. Ça fait la détermination, on va s'intéresser il y a un article récent qui parle sur la détermination simultanée de la dérive et le coefficient de diffusion pour les équations différentielles stochastiques linéaires quand les deux coefficients sont inconnus. Donc, dans ce travail, on va montrer qu'ils sont simultanés, déterminés de manière unique par l'observation des processus au cours d'un petit intervalle de temps. Ça fait à partir de l'étude empirique, on peut déterminer les deux coefficients en même temps. Donc, en parallèle, mon travail de recherche se poursuit aussi en collaboration avec M. Breb et Bostel Energy pour la régularisation stochastique pour les problèmes mal posés de Cauchy associés à un opérateur linéaire à densité définie dans un espace de bonheur, problème mal posé par le traitement de l'analyse des séries chronologiques. Et je termine, et merci pour votre attention, et je vous donne la parole au M. Pistola, M. le Président du jury. Bon, je sais pas.